Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux. Que Bonne peut-on année vous également. souhaiter cette année? Il faut souhaiter aux entreprises que l'horizon se dégage et qu'elles résistent, et puis pour certaines d'entre elles, qu'elles avancent. Bon, justement, tiens, quel est un peu le moral ou pas des entrepreneurs, des entreprises en ce début d'année? On en parlait hier encore ce matin, juste avant, là, sur le prix du gaz, qui a quand même beaucoup rebaissé, toujours à un niveau supérieur d'avant la guerre en Ukraine, mais quand même, le cours du gaz a été divisé par 5 depuis l'été dernier. Voilà, on va en parler juste après, la réforme des retraites qui arrive en ligne de mire, des tensions sociales possibles, jusqu'à présent une croissance qui a tenu en 2022, mais voilà, récession jusqu'à quel point l'investissement d'entreprise a tenu, l'emploi a tenu. Dans quel état d'esprit sont les entreprises et les chefs d'entreprise en ce début d'année? C'est assez ambivalent. Sur le prix de l'énergie, enfin sur l'énergie d'une manière générale, la perspective de délestage, de pénurie en volume semble s'écarter pour cet hiver. Sur les prix, oui, ça a beaucoup baissé par rapport Pétrole aussi, 80 $ le baril. Par rapport au pic qu'on a pu connaître il y a quelques mois encore. Il y a un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que malgré tout, l'énergie reste beaucoup plus chère en Europe qu'aux États-Unis singulièrement. Donc ça crée une vraie distorsion de concurrence, une vraie menace structurelle, en particulier sur d'autres industries. Mais au-delà de ça, c'est vrai que l'activité en moyenne des secteurs tient mieux jusque-là qu'on l'imaginait. Les entreprises continuent à créer des emplois, ce qui est un peu paradoxal, parce que malgré tout, l'activité est flat. Elle n'est pas encore en récession, mais elle est flat. Il faut probablement s'en réjouir, mais ça interpelle quand même. Où vont ces emplois ? Ouais. Mais pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Voir que l'activité ralentit, les créations d'emplois sont au rendez-vous. Jusqu'où ça peut tenir? 119 000 créations d'emplois au troisième trimestre, c'est bien dans l'absolu. C'est bien, y compris pour l'équilibre des régimes sociaux. On parlera des retraites, parce que ça ne suffit pas à équilibrer, évidemment, le régime général de retraite. Donc c'est ce qui me fait dire que la situation est assez ambivalente. Et le moral des troupes, chez les entrepreneurs, est à l'inquiétude, mais pas, sauf exception, au catastrophisme. Voilà, mais le mot de récession est dans les têtes quand même, parce qu'on en parle. Je crois que c'est la récession dont on parle le plus, dont on aura le plus parlé en amont. Ça fait des mois qu'on en parle, et c'est peut-être le moment maintenant où elle arrive, où on Alors, on ne s'oriente pas, sauf nouveau cataclysme, on ne s'oriente pas vers une récession telle qu'on a pu la connaître bien sûr en 2020, mais même en 2009, les économistes se disputent entre guillemets pour savoir si on sera en légère récession ou en légère croissance. 0 plus, 0 moins. Oui, et puis le gouvernement maintient sa prévision de croissance que je trouve audacieuse de 1%. Donc voilà, c'est pas le collapse. Ouais. Bon, ça, soit en passant, le président de la République, Emmanuel Macron, avait dans une interview, je crois que c'était au Parisien, dit que la croissance serait plutôt à 0,5 ou 0,7 cette année, contredisant la prévision officielle du gouvernement. Mais c'est peut-être d'ailleurs le lien avec la réforme des retraites, on en parlera sur les différents couacs qu'on peut avoir au niveau du gouvernement, qui d'ailleurs, gouvernement, et c'est le sujet, annonce le retrait temporaire de cette disposition qui prévoyait la réduction de 40% de la durée d'indemnisation si le chômage passe sous les 6%. Il y a du SOPT à l'automne parlait de 5%, là, hop, dans un décret, pendant les vacances, on nous a parlé d'un chiffre de 6% et de 40%. Est-ce que vous vous félicitez ou pas de ce recul du gouvernement, ou est-ce que vous le déplorez ? Bon, l'annonce avait été une surprise. Dans l'esprit, nous, on partage cette trajectoire. Il est logique, en définitive, que si le marché de l'emploi continue à s'améliorer, le niveau d'indemnisation baisse. Donc on est déjà de toute façon aligné sur la première baisse de 25%. La durée, on parle de la durée. La durée, pardon. On est d'accord avec la première baisse de 25%. Il sera toujours temps... À compter du 1er février. À compter du 1er février, il sera toujours temps de reprendre la copie si, par bonheur, on s'oriente vers un taux de chômage inférieur à 6%. Ça n'est pas la seule réponse, qu'on soit clair entre nous. Il y a d'autres enjeux plus structurels liés à la formation, liés à la mobilité géographique et au logement, mais c'est un élément de réponse quand même. Ouais. Dans le fond, pourquoi ce recul, encore une fois? Parce que le chômage a peu de chances, dans les faits, a priori, de tomber sous les 6% cette année avec une croissance zéro. Enfin, je veux dire, statistiquement, c'est comme très très faible, avec une croissance qui sera nulle dans les faits. Il y a peu de chances que ça se produise de toute manière. Et qu'on active cette baisse de la durée d'indemnisation de 40%. Oui, alors, toute chose égale par ailleurs. On sait qu'on a en perspective des tensions supplémentaires sur le marché de l'emploi liées à la démographie, tout simplement. À partir de 2030, il n'y aura pas de renouvellement de génération et donc on a une population active qui va en âge d'activité. Mais on parle de 2023. Voilà, donc il n'y avait probablement pas d'urgence. Moi, je ne souhaite pas commenter plus que ça cette volte-face du gouvernement. Est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est une maladresse? Finalement, c'est pas un sujet immédiat. Ouais, l'idée, c'est que c'était peut-être pas pour pas trop enflammer le débat avant la réforme des retraites. Vous l'imaginez comme ça, non? Peut-être. C'est tactique. Donc vous êtes favorable au MEDEF, au durcissement, encore une fois, des règles.
5%, 6%, le fait qu'on réduise de 40% la durée des indemnisations, ça ne change pas grand-chose pour vous? Le fait de dire que ce soit à partir de 5% de chômage, 6%? À nouveau, avec beaucoup de prudence, parce que ça n'est pas la seule réponse. On sait quand même que c'est une incitation au retour à l'emploi. Parce que les syndicats sont vent debout là-dessus, ils n'en veulent pas. Hein. Cette contracyclicité des indemnisations chômage, ils n'en veulent pas. Hein. Enfin, il n'en demeure pas moins que toutes les études le démontrent à travers le monde. Il y a un retour à l'emploi qui est plus important à l'approche de la fin des droits. Donc on peut imaginer, on peut penser... Comment on l'explique alors ça? Parce qu'il y a une minorité, du hasard, hein. J'insiste là-dessus, il y a une minorité de chômeurs qui pourraient s'employer et qui se disent, finalement, c'est un choix de vie, c'est rationnel d'une certaine manière. Hein. Tant que je suis indemnisé, je fais autre chose, et puis le jour venu, je retourne à l'emploi. Mais c'est peut-être eux qu'il faut sanctionner et pas les autres, non? Ceux qui sont dans la difficulté, dans la précarité, qui ne trouvent pas. Comment les identifier? Et j'ai bien dit tout à l'heure, je le répète, que c'est un des éléments de réponse. On a un énorme chantier devant nous sur la formation, et singulièrement la formation des demandeurs d'emploi de longue durée. Bon, donc sur le fond, on le voit bien, Patrick Martin, ce recul ne change rien puisqu'on ne descendra pas sous 6% dans le meilleur des cas avant 2 ans, disent la plupart des experts. Il y a quand même, encore une fois, et après on passe à la forme des retraites, un sentiment de cafouillage. On parle du cafouillage sur l'objectif de croissance de la France, le président de la République qui dit entre 0,5 et 0,7, le gouvernement qui officiellement reste à 1%, ça donne le sentiment que ça tire un peu à eux et à Dia, non? Écoutez, moi je n'ai pas commenté les couacs éventuels dans la communication des pouvoirs publics. À leur décharge... Donc vous êtes un interlocuteur quand même privilégié. Bien sûr. Non, mais à leur Pour vous, décharge, c'est quand même compliqué d'avoir des informations comme ça, ordre contre ordre. Oui, un petit peu. Mais à leur décharge, le panorama est tellement évolutif et confus qu'on peut comprendre que d'une semaine à l'autre, d'un interlocuteur à l'autre, il y a des positions un peu dissonantes. Bon, 2023 sera l'année de la réforme des retraites. Vous avez vu les vœux présidentiels, j'imagine, comme beaucoup de Français. Il ne pourra plus reculer, le président, là, maintenant qu'il l'a... Ça y est, il l'a dit. Hein. Moi, je pense qu'il s'était déjà engagé dans le cadre de sa campagne électorale. Il l'a dit, il l'a redit. Donc, je dirais que politiquement, je vois mal comment il pourrait se rétracter. Mais au-delà de ça, c'est un impératif. C'est un impératif pour l'équilibre durable des régimes de retraite. Et puis, je crois que c'est un impératif en termes de rééquilibrage global des finances publiques. C'est un message, beaucoup plus qu'un message, qu'il nous faut adresser à l'Union européenne, à nos créanciers d'une manière générale. La situation des finances publiques françaises, qu'on parle des régimes sociaux, qu'on parle des finances de l'État, n'est quand même pas fameuse. Et c'est ce qui fait notamment bondir les syndicats, de dire que pourquoi passer par la réforme des retraites pour équilibrer les déficits publics, enfin le budget de l'État et consolider un peu nos finances publiques. Écoutez, je ne voudrais pas polémiquer avec les syndicats, on s'emploie à avoir une bonne qualité de dialogue avec eux, en tout cas avec certains d'entre eux, mais on sait très bien qu'à défaut, mais peut-être en plus de la réforme des retraites, le vrai chantier, c'est de baisser le point mort de l'État avec des frais généraux, avec un... C'est pas sur la table, ça, comme dossier. Hein. C'est pas sur la table, et c'est beaucoup plus sensible. Et je pense que les syndicats seront encore plus hostiles à ce type d'approche, à laquelle on n'échappera pas malgré tout. Bon, l'info qu'on a eue hier, c'est Elisabeth Borne qui était sur France Info, qui l'a annoncé, donc cette présentation de la réforme des retraites qui est repoussée pour une 3e fois, voilà, le 23 janvier en Conseil des ministres. Est-ce que ce nouveau report, encore une fois, vous surprend ou pas? Non, les annonces seront bien faites la semaine prochaine, mais ça passe en Conseil des ministres. L'annonce, voilà. Non, mais c'est ce qui était prévu. Hein. C'est ce qui était prévu. Bon, je pense qu'on arrive au bout de l'exercice. Alors, on n'a pas toutes les cartes en main ce jour. On a encore des grosses zones d'ombre. On est de principe, je le redis, très en soutien de cette réforme dont les entreprises ne tireront pas de bénéfices particuliers. Mais on pense que pour l'économie du pays, pour la bonne marche du pays, cette réforme est indispensable. Après, il y a un certain nombre de points qui sont encore en discussion entre nous et qui nous inquiètent. Bon, et à savoir, parce que 65 ans n'est pas un totem. On a tous entendu cette phrase d'hier de la Première ministre. Pour le MEDEF non plus, c'est pas un totem, les 65 ans? Écoutez, il faut être très factuel et très objectif dans ce débat qui malheureusement ne l'est pas beaucoup. Et quand on prend les chiffres, on peut les tourner dans tous les sens. La mesure la plus efficace pour durablement préserver nos régimes de retraite 14 milliards d'euros de déficit en 2030, pardon, on redonne les chiffres. Oui, c'est 65 ans. C'est 65 ans. Après, il y a des inconnus encore sur ce qui réduira le solde net de cette réforme à travers les dispositions qui sont prises en matière d'invalidité, de pénibilité, de carrière longue. Mais sur l'âge, est-ce que 64 ans, on comprend bien qu'il y a un deal possible avec les Républicains et le gouvernement? Est-ce qu'au final, si on atterrissait sur 64 ans avec accélération de la durée de cotisation, on accélère l'augmentation de la durée de cotisation de 42 à 43 ans, c'est la fameuse réforme Touraine qui a été faite sous François Hollande. Est-ce que ça vous signer aussi? Ça ne sera pas aussi efficace. J'ajoute que... 1 milliard près.
selon les Échos. Enfin, j'ajoute que hier matin, si je l'ai bien entendu, Madame Borne n'a pas exclu une accélération de cette fameuse réforme de réforme Touraine sur la durée de cotisation. Elle n'a pas parlé d'une amplification, c'est-à-dire de reporter d'un an la durée de cotisation. Non, c'est l'accélération, en gardant les 43 ans. Voilà. Et donc, ça n'aura pas le même rendement, tout simplement. Alors, quand on parle il y a un côté comptable, comme dans cette réforme. Mais non, il n'y a pas un côté comptable. C'est fondateur dans le modèle social français d'avoir ces régimes de protection sociale, dont de retraite par répartition. Ça vous va ou pas 64 ans avec accélération de la durée de cotisation. C'est le minimum. Et j'insiste Vous signez là-dessus, le MEDEF signe là-dessus? Tout dépend des contreparties qui seront données. On va en parler. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas. À quelques jours des annonces, on ne sait pas sur les points que j'ai évoqués tout à l'heure et qui peuvent, en termes de rendement, mais également de symbole politique, altérer considérablement l'efficacité de cette réforme. Mais c'est ce qui fait qu'on peut amener la CFDT aussi à signer un éventuel... Bon, ça n'en prend pas le chemin, vous me direz. Mais la CFDT s'est prononcée de manière extrêmement claire lors de son dernier congrès au mois de juin à Lyon. C'est niet sur l'âge. Ouais. C'est niet. Donc, moi, je n'ai pas mêlé de la tactique de négociation du gouvernement. Enfin, donner des contreparties à une organisation syndicale par ailleurs responsable et réformatrice, donner des contreparties alors même que de principe, elle s'opposera à cette réforme, je ne vois pas très bien l'intérêt que ça présente. Et en même temps, quand Elisabeth Borne dit qu'elle est prête, elle l'a dit hier, à étudier d'autres solutions qui permettent d'atteindre notre objectif d'équilibre du système des retraites à horizon 2030, elle pense à quoi? Parce que la CFDT nous parle effectivement qui on a compris ne veut pas de relèvement de mesure d'âge, parle d'augmenter de 10 points le taux d'emploi des seniors à horizon de 10 ans, en disant on peut arriver à l'équilibre. Chiche? Alors, c'est notamment la thèse qu'a défendue Jean-Hervé Lorenzi, pour qui on a beaucoup de respect. Je crois cercle des économistes. Cercle des économistes. Je crois qu'il faut panacher ces différentes mesures. Il faut le faire de manière pragmatique, intelligente, que ce ne soit pas des slogans dont on vérifie assez rapidement qu'opérationnellement ils sont inopérants. Mais surtout que la patate chaude, elle est chez vous après. Elle est dans les entreprises. Je ne sais pas si on peut appeler ça une patate chaude. Non, mais l'idée de conserver les seniors, etc. Il le faut. De toute façon, on l'a vérifié quand l'âge légal de départ en retraite a été reporté de 60 à 62 ans, mécaniquement, le taux d'emploi des seniors augmente. Ça, c'est hyper intéressant. Il faut l'expliquer parce que quand le législatif permet des évolutions sociétales. Oui. Alors, ça tient à quoi? Ça tient au fait que les salariés eux-mêmes, les employeurs de leur côté se disent mais finalement c'est pas inintéressant de conserver ou d'embaucher un senior parce que de toute façon on a une visibilité sur une période suffisamment longue si on doit le former, si on doit progressivement lui faire confiance. Alors que si le coup près de l'âge légal tombe très rapidement, ça n'a pas d'intérêt ni pour le salarié ni pour l'employeur de contracter. Donc voilà. En revend l'âge légal de départ à la retraite avec Éric Woerth sous Nicolas Sarkozy en 2010, on a dans le temps repoussé à 62 ans l'âge effectif, pas légal, mais effectif de départ à la retraite. Enfin non, c'est l'âge légal. Oui, mais chiffre à l'appui, le taux d'emploi des seniors, qui en fait couvre la période jusqu'à 65 ans, a augmenté de 20 points depuis que ce report a été mis en œuvre. Donc, toute chose égale par ailleurs, si on reporte... On reste très en retard par rapport à nos voisins européens. On reste en retard. Oui, alors à nouveau... Tout n'est pas comparable puisque l'échantillon va jusqu'à 65 ans. Ce n'est pas illogique que le taux d'emploi des seniors en France soit inférieur puisque c'est 62 ans. Exactement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que les Français n'en veulent pas de cette réforme. Il y a encore eu des sondages entre 56 et 66% en gros. Des Français ne veulent pas de cette réforme. Tous les syndicats y sont opposés. On peut réformer contre la volonté du peuple? Alors les sondages sont divers, mais c'est vrai que le moins défavorable à cette réforme, 54%. Ouais. Bon, alors les retraités eux-mêmes, ils sont favorables. Ah oui, mais c'est pas ça ne les concerne pas, c'est normal. Hein. Oui, mais si vous voulez, si on transpose le raisonnement aux actifs d'aujourd'hui, c'est les retraités de demain. Et je pense que, je n'ai pas de conseils à donner, même si je serai retraité un jour, c'est de leur intérêt aussi de se dire que le jour venu, ils accéderont à des pensions de retraite qui au moins auront été pérennisées et qui même auront été augmentées sur le minimum de retraite. Qu'est-ce qui vous chagrine dans les contreparties que le gouvernement pourrait apporter pour faire passer la pilule du report de l'âge légal? On peut comprendre encore une fois, pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes, sur la pénibilité, c'est normal qu'il y ait des contreparties? C'est normal, c'est normal. Qu'est-ce qui vous fait peur là-dessus? Alors encore faut-il les calibrer pour qu'elles soient équitables. Et donc... très sommairement, recréer des régimes spéciaux parce qu'une profession donnée voudrait qu'on parte à un âge donné avant l'âge général, c'est probablement pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que les métiers évoluent, parce qu'à l'intérieur d'une catégorie, il y a des gens qui résistent plus ou moins bien à l'usure au travail, donc on est pour des solutions individualisées. Ensuite, la pénibilité, de la même manière,
Il y a 3 critères qui ont été retirés en 2017. Il fallait les retirer parce que c'était des usines à gaz. Et puis enfin, et on reviendra sur tel ou tel point à votre convenance, bien sûr, il y a le sujet de l'index senior et de l'éventuelle sanction de cet index. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les seniors? Parce que c'est bien, encore une fois, de leur dire qu'il faut travailler plus longtemps. Faut-il que les boîtes les gardent alors que souvent il y a des petits arrangements sur je te mets au chômage, comme ça, voilà, et ça arrange tout le monde. Et ça, c'est pas possible. Ça arrange tout le monde ou pas, mais dans un certain nombre de cas, c'est vrai que ça arrange tout le monde. Alors nous, on a fait des propositions... Avec 3 ans d'indemnisation. 3 ans qui vont être réduits de 25% à partir du 1er février. Jusqu'au jour où le chômage, par malheur, repasserait au-delà de 9%, le taux de chômage. Alors, nous, on a fait des propositions très concrètes, très objectives. On est conscient que les entreprises, pour certaines d'entre elles en tout cas, se sont dérobées à ce sujet de l'emploi des seniors. Donc on a fait des propositions sur la formation des seniors, on a fait des propositions sur les retraites progressives, on a fait des propositions sur le cumul emploi-retraite. Après, s'il doit y avoir un index, pourquoi pas, ce qui serait ridicule, parce que je peux vous le démontrer, il y a des situations individuelles, entreprise par entreprise, secteur par secteur, qui sont tellement disparates, mettre une sanction au motif qu'il faudrait un standard d'emploi des seniors. Mais comment on les incite vraiment, sans les contraindre, parce que personne n'aime le mot contrainte en entreprise, mais comment on les incite sérieusement à conserver leur seniors? Il y a une incitation majeure, et ça vaut d'ailleurs pour le sujet du partage de la valeur et des salaires. Ce sont les tensions de recrutement qui, je le redis, vont s'accentuer pour des raisons démographiques dans les années qui viennent. Donc, qu'elles le veuillent ou pas, beaucoup d'entreprises, de toute façon, seront tenues de garder les seniors. Donc, on essaie, comme souvent dans notre pays, on essaie de passer par des législations, des réglementations hyper contraignantes, tatillonnes et souvent inefficaces, alors que... Quelle serait la meilleure mesure pour augmenter le taux d'emploi, encore une fois, des plus de 62 ans le report de l'âge légal. C'est évident. Pardon de me répéter, mais c'est mécanique. On l'a vérifié quand on est passé de 60 à 62 ans, 20 points de taux d'emploi de plus pour cette catégorie d'âge. Donc, j'allais dire même principe, même punition. On sait que mécaniquement, ça augmentera le taux d'emploi des seniors. Premier point. Deuxième point, je le redis aussi, de toute façon, les tensions de recrutement font que les entreprises auront besoin beaucoup plus qu'aujourd'hui des seniors. Et troisième point, toutes ces mesures d'accompagnement que l'on a proposées, qui semblent partagées par un certain nombre de syndicats, par le gouvernement lui-même, sous forme plus d'incitation, d'accompagnement le plus individualisé possible. Mais ça marche ou pas, ces fameux 10 points, si on demande de 10 points le taux d'emploi des seniors, selon Laurent Berger de la CFDT, on règle le problème du financement horizon 2030? Non. Non, en projection, non. Pourquoi il dit ça alors? Il dit ça parce que enfin, il est de bonne foi, Laurent Berger, comme en toute chose, mais il est coincé par l'oukase de son congrès du mois de juin, et donc par la porte, par la fenêtre, par la cheminée, il lui faut faire des propositions alternatives. Patrick Martin, avant de se quitter, avec cette réforme des retraites, on voit bien que le contexte social, et au vu de ce que nous disent les syndicats, on a eu juste avant les vacances Philippe Martinez de la CGT, on aura Frédéric Souillot la semaine prochaine, il risque d'y avoir de la mobilisation dans la rue, un contexte social qui est tendu, tout ça sur fond, encore une fois, d'inflation. On a eu le chiffre ce matin, 5,9%, au lieu de 6,2% en décembre, c'est quand même autour de 6%, ça fait mal au pouvoir d'achat des Français. Il y a le ralentissement, voilà, c'est compliqué. Alors ça fait mal au pouvoir d'achat des Français, oui et non, parce que les salaires ne suivent pas. Mais pas autant. Non, mais pas autant que l'inflation. Non, mais en moyenne, on n'est pas très loin. Alors, on est à 3,5, 4, 3,5. Non, y compris les primes, y compris les négociations qui se sont déroulées à partir de l'automne, on n'est pas très loin et avec les primes, j'insiste. Aujourd'hui, entre les primes, les hausses de salaire, le pouvoir d'achat des salariés en France est conservé. On n'est pas loin du 5,9 et s'ajoute à ça toutes les mesures de bouclier, de chèques divers et variés qui ont été qui fait qu'on a 6% d'inflation en France. Oui. Mais c'est bien le pouvoir d'achat qui a été distribué, et qui a coûté très cher, mais sans doute fallait-il le faire. Donc, oui, il y a des tensions salariales. Après, c'est très disparate selon les catégories de revenus dont on parle, ou de salaires dont on parle. L'inflation, on ne sait pas trop dans quel sens elle va évoluer à très court terme. Donc, il y a des NAO qui seront probablement plus tendues. Négociations annuelles obligatoires dans les entreprises. Négociations annuelles obligatoires qui seront probablement plus tendues en ce début d'année, mais je ne suis pas convaincu qu'il y aura une cristallisation en quelque sorte, ou une convergence des luttes entre le sujet de l'inflation et des salaires et le sujet des retraites. Et s'agissant du sujet des retraites, il ne faut pas se raconter d'histoire, le fer de lance de l'éventuelle contestation sera le secteur public, et singulièrement les régimes spéciaux. Parce que si, et il le faut,
l'âge Qu'est-ce qui est légal. prévu d'ailleurs pour les régimes spéciaux? Alors la clause du grand-père, essentiellement. La clause Donc, du grand-père, c'est-à-dire que ça concerne uniquement ceux qui rentreraient à partir de la mise en œuvre de cette réforme. Ce qui ne devrait pas pousser beaucoup de monde dans la rue. Étant rappelé, parce que c'est pas dissimulé, mais c'est fondu, je dirais, dans le budget général de l'État, que les retraites du secteur public, qui ne sont pas prises en compte dans ce déficit prévisionnel de 14 milliards. Je crois que c'est 30 milliards par an. C'est 30 milliards par an. C'est ça. Ouais. Alors, si vous voulez, il y a un sujet financier, mais il y a aussi un sujet d'équité. Donc, si au motif qu'il faut absolument acheter la paix sociale, on ne touche pas à la fonction publique, aux régimes spéciaux, de bonne foi, à bon droit, ceux qui relèvent du régime général du privé pourraient dire, écoutez, il y a 2 poids 2 mesures. Donc il y aura probablement des tensions sociales, des manifestations, dans un climat politique qui est assez confus en plus, donc ça pousse au crime. Ouais. Donc voilà, on risque d'avoir un début d'année, encore une fois, qui oui, swing mais on ne peut pas. Je fais le lien avec le MEDEF, qui donne de l'incertitude en plus à gérer pour les entreprises. Bien sûr, moi je ne vous cache pas qu'en particulier tous nos adhérents qui sont dans le commerce et a fortiori dans les grandes agglomérations sont inquiets parce qu'on a eu des gilets jaunes, on a eu le Covid, on a eu des grèves SNCF aussi. Ouais. Et donc ça pèsera immanquablement sur l'activité. Mais on ne peut pas reporter cette réforme. Bon, on attend que le gouvernement donc dévoile ses cartes dans les prochains jours, parce que pour l'instant, finalement, vous ne savez pas grand-chose. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Non, mais c'est vrai, c'est un euphémisme de dire ça. Ouais. Non, on est convaincu que cette réforme aura lieu. Nous, on appelle de nos voeux une réforme qui traite durablement le sujet, donc qu'on ne redistribue pas d'une main ce qui aurait été gagné de l'autre. Parce que ce qui est gagné, c'est autour de 18 milliards d'euros a priori, selon les différents scénarios. Ouais. Et ce qu'on imagine à ce stade, au titre de l'usure au travail, au titre de l'invalidité, et c'est un point très important, hein, là il n'y aurait pas de report de l'âge légal hein, pour les invalides, et c'est très bien ainsi, de la revalorisation du minimum de retraite, etc. On arrive à... Minimum retraite pour tout le monde ou uniquement alors, pour ce... tout dépend si on gère ça en flux, c'est-à-dire pour les nouveaux entrants ou en stock. Hein. Et l'écart est d'à peu près 1 milliard d'euros par an. Ouais. Donc, en contrepartie des gains qui résulteraient de la mise en place progressive de cette réforme des retraites, il y aurait des coûts qu'on estime... Mais c'est normal, c'est aussi à 5 milliards, c'est ça? Non, mais c'est 5 à 6 milliards. 5 à 6 milliards, mais c'est pour qu'il y ait de l'équité et pour qu'elle passe cette réforme. C'est normal, encore faut-il que ça ne soit pas des dispositifs... Pour vous, c'est le plafond, 5 milliards? Il ne faut pas que les contreparties dépassent les 5 milliards d'euros? Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on solde ce sujet du financement des retraites et qu'on ne le solde pas par des subterfuges, c'est-à-dire réaugmenter les cotisations sans l'avouer. Ça, c'est pas dans le débat, d'ailleurs. Ça peut être dans le débat et on y est très attentif. Et comment ça peut... Vous avez par exemple un régime de retraite complémentaire remarquablement géré par les partenaires sociaux qui s'appelle l'Agirc-Arrco, qui a des réserves. Et donc l'hypothèse d'un tour de passe-passe n'est pas totalement exclue. Idem sur accident du travail et maladie professionnelle, alors même que l'on sait, notamment lié à l'emploi des seniors, les entreprises vont devoir faire des efforts supplémentaires sur la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. Et donc s'il y a une espèce de jeu de bonne qui viendrait taper dans les excédents. Vous serez là pour lever le lièvre. Oui, parce que précisément, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Merci de passer nous voir. Donc Patrick Martin, président délégué du MEDEF, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.